Avez-vous toujours rêvé de faire ce métier et quelles études avez-vous faites pour le faire? Rêver, je ne sais pas, en tous les cas, être attiré par tout ce qui était le vivant, euh, j'ai souvenir que ça date de mon enfance. Alors après, il était naturel pour moi de m'orienter vers quelque chose en relation avec le vivant. Et puis force était de constater que tout ce qui était en relation avec les sciences du vivant, j'avais aucun problème et j'étais absolument intéressé et motivé pour cela. Donc voilà pourquoi, naturellement, je dirais, je me suis orienté vers l'université, vers la faculté des sciences. Quelles études avez-vous fait pour en arriver là? Alors je suis rentré à la Sorbonne au départ, puis j'ai rejoint Jussieu, là où était l'université des sciences à l'époque, qui s'est transformée après en Paris 6, Paris 7, et avec de nouvelles transformations, je dirais, aujourd'hui, pour faire des études, d'abord une licence, puis ce qu'on appelait à l'époque un DEA, ce qui est aujourd'hui un master. Et puis, j'ai commencé une thèse de sciences avec quelque chose de particulier, c'est qu'au moment de la licence, je m'étais posé la question si j'étais sur la bonne voie et j'étais même prêt à changer de voie et devenir technicienne de laboratoire. Et les écoles de techniciens m'ont refusé en me disant bon, vous avez déjà une licence, vous feriez mieux de continuer. Donc j'ai voulu trouver un laboratoire d'accueil qui m'accepterait en tant que bénévole pour que je me rende compte ce que j'avais besoin, de savoir ce que j'apprenais sur les bancs de l'université, à quoi ça servait et à quoi ça signifiait de faire de la recherche. Et c'est là que j'ai trouvé le laboratoire de Jean-Claude Sherman à l'Institut Pasteur qui m'a gentiment accepté à temps partiel, un temps partiel qui s'est transformé rapidement en un temps complet. Et j'allais peu sur les bancs de l'université, sauf pour passer les examens. Quel est le moment le plus marquant de votre vie professionnelle? Ça ne va pas trop vous surprendre si je vous dis que c'est le jour où euh, j'ai détecté dans la culture d'un premier patient atteint d'un syndrome pré-sida un virus qui pourrait être l'agent responsable du sida et qui s'est ensuite avéré effectivement être l'agent responsable du sida. Bon, je crois que c'était le fait certainement le plus marquant. Il y en a eu d'autres, hein, parce que finalement, quand on fait de la recherche, c'est par étapes, avec des avancées pas à pas. Et donc, chaque étape qu'on imagine au départ en faisant des expériences et on imagine les résultats, quand les résultats correspondent à ce que l'on imaginait, en fait, à chaque fois, c'est un fait marquant. À chaque fois, c'est un grand plaisir. Et ces grands plaisirs, ils ne sont pas si fréquents que ça dans le domaine de la recherche. Faites-vous toujours des recherches aujourd'hui? Et non, aujourd'hui, je suis à la retraite. Je suis à la retraite depuis 2015, bientôt, pas loin de 10 ans à vrai dire. J'ai pas vu ces années passer parce que même si je fais plus de recherche parce que j'ai plus de laboratoire, ça ne m'empêche pas de rester active, d'avoir des activités, soit dans des conseils scientifiques en France et à l'étranger, soit aussi en tant que présidente de l'association SIDAction. Et puis à Passeur aussi en tant que présidente d'honneur du réseau international des instituts Pasteur. Donc la vie reste assez active et la recherche, c'était le temps de passer le flambeau aux plus jeunes. Selon vous, quelles sont les qualités et les traits de caractère requis pour exercer ce métier? Alors la première chose, c'est d'avoir quand même des connaissances scientifiques de base assez solides. Je dirais que c'est le premier point. Mais une fois que ces connaissances sont solides, sont là, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant, il faut avoir les motivations. Il faut avoir la passion. S'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas la passion,
ça ne marche pas. Après, il faut également être persévérant, sans non plus, je dirais, s'entêter sur une expérience particulière, une hypothèse particulière. Il faut avancer, savoir faire un virage si nécessaire, si l'hypothèse ne semble pas bonne. Mais il faut quand même être très persévérant. Et puis, il faut avoir une certaine solidité, je dois dire, pour faire ce métier qui n'est pas toujours facile. Mais par contre, quand les résultats sont là, c'est tellement merveilleux que tous les moments difficiles, on les oublie. Comment avez-vous réussi à allier la vie professionnelle à la vie privée? C'est une question pas simple quant à sa réponse, parce que je pense que répondre à cette question, ça va dépendre de chaque personne. Alors je peux vous parler en ce qui me concerne. Premièrement, j'ai eu une chance inouïe, c'est d'avoir un époux qui avait tout de suite compris au départ que s'il m'épousait, de toute façon, lui-même le disait, priorité numéro 1, la recherche. Deuxième priorité, les parents, et troisième priorité, peut-être un peu moi. Donc il avait tout compris, et donc ça a été assez facile pour moi, dans le sens où je me sentais soutenue chez moi, mais j'y étais peu. Et donc c'était bien d'avoir quelqu'un qui acceptait que je sois peu là, et qui avait aussi accepté une décision commune de ne pas avoir d'enfants, justement pour pouvoir donner tout ce que je souhaitais donner à mon activité de recherche. Bon, ça c'est un choix tout à fait personnel. Je connais plein d'autres collègues et amis qui ont fait un choix différent, qui ont eu des enfants, et qui se sont parfaitement épanouis aussi dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Donc ça, je crois que c'est le choix de chacun réellement. Quelles ont été vos motivations pour travailler sur le VIH? En fait, je dirais que ça est venu pratiquement tout seul, parce que quand l'épidémie de sida est apparue aux États-Unis en 1981, les premiers cas en France en 1982, et la question des cliniciens, est-ce qu'un rétrovirus pourrait être la cause de cette maladie émergente? Il se trouvait que dans notre laboratoire à Pasteur, on travaillait déjà sur les rétrovirus. Pas sur les rétrovirus humains, puisque les rétrovirus humains, jusqu'à la fin des années 70, il n'y en avait pas de connus. Sur les rétrovirus de souris, et on faisait des études sur les relations entre rétrovirus et cancer chez l'animal. Alors les cliniciens, en se posant cette question, tout naturellement, ils ont frappé à la porte de l'Institut Pasteur, dans le laboratoire où ils savaient que Luc Montagnier, Jean-Claude Sherman et moi-même participions au cours sur les rétrovirus à l'Institut Pasteur. Donc c'est à travers cette connaissance qu'ils avaient des formations qui étaient faites à l'Institut Pasteur qu'ils nous ont contactés pour savoir si on était intéressé de rechercher si cette hypothèse était la bonne ou pas. Bonjour, est-ce que le fait de travailler au contact du virus du sida a été une source d'inquiétude pour vous? Source d'inquiétude, je ne dirais pas ça. Je dirais être vigilant, faire attention, ça immédiatement au départ. Je disais il y a un instant qu'on travaillait déjà sur les rétrovirus. Ça voulait dire pour nous que déjà on travaillait dans des conditions de hôtes à flux liminaire, isolés, dans des pièces isolées, en se protégeant déjà avec masque, gants, lunettes, en travaillant sur ces rétrovirus animaux. Alors là, quand on a décidé d'essayer de vérifier cette hypothèse de travail, je dois dire qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire à l'Institut Pasteur. Il y avait une pièce vide, on l'a squattée, tout simplement.
On l'a squatté, on a amené par nous-mêmes une hotte à flux laminaire, on a amené tout le matériel à l'intérieur pour pouvoir essayer d'identifier ce virus. Petite chose complémentaire de ce qu'on faisait déjà, on a interdit dans cette pièce tout objet coupant, toute aiguille, de façon à éviter tout accident, tout incident lorsqu'on travaillait avec le matériel venant de patients atteints de sida. Alors voilà, pas forcément d'inquiétude, de la vigilance, de faire très attention. Et puis une petite inquiétude quand même le premier jour où on s'est tous testés, en se disant, bon, est-ce qu'on est réellement négatif? Et la réponse a été oui. Donc pas de problème. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu la première électronographie du VIH? Alors, la photo, je dirais, l'analyse en microscopie électronique, c'est pas nous qui l'avons faite, c'est l'ingénieur Charlie Deguet qui, lui, était sous son microscope et recherchait désespérément, d'ailleurs, dans les cellules qu'on lui avait données et qui nous semblait nous produire un rétrovirus, ce rétrovirus. Et puis un jour, il nous a appelé au téléphone en disant « Hourra, je crois que je l'ai ». Et on a tous débarqué pour voir ce qu'il voyait sous son microscope. Et là, effectivement, on a vu les particules virales. Alors bon, c'était un résultat supplémentaire, puisqu'on avait déjà la détection d'un rétrovirus dans la culture, mais c'était de se dire, bon, maintenant ça a bien la forme d'un rétrovirus, ça semble avoir toutes les caractéristiques, encore qu'il y en avait une qui nous embêtait un petit peu, c'est que le noyau de ce virus n'était pas comme les rétrovirus classiques. Et étape suivante, continuons, fonçons, pour démontrer que ce virus est bien l'agent responsable du sida. Les difficultés de vos recherches vous ont-elles un jour donné envie d'abandonner? Alors, la difficulté de la recherche, je dirais non. La difficulté de l'environnement de la recherche, je dirais oui. Parce que c'est vrai, je disais tout à l'heure, c'est compliqué, il faut être solide. Il faut être solide et je suis passé par une période à la fin des années 80 où, avec le départ de mon responsable de laboratoire, je me trouvais dans une situation administrative particulièrement compliquée. Et donc, c'est vrai que c'est une situation qui a duré 4 ans. Et c'est vrai que pendant ces 4 années particulièrement compliquées, je me suis posé la question de tout arrêter. Mais il y avait des jeunes chercheurs autour de moi qui étaient arrivés, qui me faisaient confiance. Et je me suis dit, non, pour eux, je ne peux pas. Que pensez-vous de la place de la femme dans la science, hier, par rapport à aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de progrès entre hier, ou je dirais avant-hier ou avant-avant-hier, quand j'ai commencé dans les années 70. C'est sûr que lorsque on regardait à l'Institut Pasteur, il y avait très peu de femmes professeurs à l'Institut Pasteur. Je crois même qu'elles se comptaient sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, il y a eu quand même d'énormes progrès. On n'est pas encore à la parité, mais on tend pas à pas vers la parité. Donc les progrès sont immenses. Je crois qu'il y a encore des progrès à faire, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les Nobel, là encore, on voit au cours du temps une augmentation du nombre de femmes qui ont des prix Nobel, mais on peut faire mieux, quoi. On peut faire mieux, et la place des femmes, c'est surtout dans les positions les plus élevées. Parce que sinon, dans les laboratoires, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le domaine de la recherche, pas suffisamment reconnues. Est-ce que votre genre a été un obstacle dans vos études? Dans mes études, je ne pense pas que ça a été le moindre obstacle. Ça a été des obstacles plus tard, dans ma vie de chercheur, à plusieurs niveaux, mais jamais réellement dans mes études,
puisque les études, je le disais au début, finalement ça a été mon propre choix, y compris de ne pas aller tous les jours sur les bancs de l'université, et donc j'ai pas eu réellement de problème durant les études. Est-il une femme vivante que vous admirez dans la communauté scientifique actuelle? Pourquoi? C'est une question compliquée parce que, bon, d'abord, il y a plusieurs personnes que j'admire, que ce soit des femmes ou des hommes. Bon, quand on est chercheur, on ne fait pas trop la différence quand même. L'important, c'est la qualité du chercheur, qu'il soit femme ou homme. D'ailleurs, si les femmes sont reconnues, je tiens à dire qu'il faut qu'elles soient reconnues, mais à condition d'avoir exactement les mêmes qualités. Et pas qu'on ait tendance à faire comme on fait aujourd'hui, d'intégrer des femmes dans des comités, tout simplement parce que c'est des femmes. Ça ne va pas. Alors, bon, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Bien sûr, je pense à une femme que j'aime beaucoup, qui est un chercheur australien, qui a des qualités multiples, qui travaille dans le domaine de l'infectiologie, forcément, parce que je suis quand même intéressé par le domaine de l'infectiologie, qui a une vision très ouverte, qui va de la recherche fondamentale à la recherche clinique, qui est à la fois scientifique et médecin, qui a cette ouverture d'esprit justement pour une recherche translationnelle au bénéfice des patients. Bon, quand je dis tout ça, quelque part, vous allez dire, elle est en train de se décrire elle-même. Donc, finalement, elle est en train de penser à elle. Non, je ne pense pas à moi. Je pense que cette femme, qui est d'abord plus jeune que moi, est réellement un très beau profil. Et elle est aussi très proche des patients dans leur globalité. Donc, c'est pour ça que je pense à elle. Elle s'appelle Sharon Lewin. Bonjour Madame Barré-Sinoussi, alors je voulais vous poser une question. D'après vous, pourquoi les femmes sont beaucoup moins présentes dans le domaine de la recherche? Alors, premièrement, je ne pense pas que les femmes soient moins présentes dans le domaine de la recherche. Elles sont énormément présentes dans les laboratoires, à tous les niveaux, que ce soit en tant que chercheur ou en tant que technicien, en tant qu'ingénieur. Simplement, c'est dans les postes les plus élevés, en tant que directeur de recherche ou professeur, qu'on ne les trouve pas suffisamment. Et là, ça veut dire qu'elles ont effectivement quelques difficultés pour atteindre ces positions, parfois pour des raisons d'administration, je dirais, de la recherche dans sa globalité, en France ou à l'étranger, parfois aussi parce que dans leur vie personnelle, c'est compliqué pour faire garder des enfants, c'est compliqué et que le système en soi n'est pas suffisamment encore adapté justement pour accompagner les femmes qui font de la recherche et donc qui pourraient les aider à s'épanouir totalement et avoir un niveau de carrière totalement identique et similaire aux hommes.